Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King de G. Bonjour le King, comment ça va? Monsieur Guillaume, ça va bien. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Il y a eu l'UFC 271 la semaine dernière. Les gens visiblement ont été assez surpris de la performance d'Israël Adesanya. Vous pouviez le suivre en direct en France sur RMC, puis sur bien évidemment le Twitter de Fernand qui donnait ses analyses au fil des combats. Déjà pour Israël Adesanya, toi, que penses-tu du timing de l'annonce de son nouveau contrat, du fait aussi qu'il ait dit à ESPN qu'il n'avait signé son contrat pour l'UFC 271 que la semaine dernière. Est-ce que c'est possible pour toi ou bon, il y a un petit peu de storytelling autour de ça? Non, en général, c'est comme ça que ça se passe. En général, les contrats sont re-signés à l'approche des fights et tout ça. Nous, on a re-signé un contrat à quelques jours de la ceinture. Enfin, c'est quelque chose qui est quelque chose de... Quand j'ai dit nous, je parle de Cyril. C'est quelque chose qui n'est pas étrange, en fait. C'est tout à fait normal et non, ça ne m'évoque pas de... Pourquoi ça devrait évoquer quelque chose de... Enfin, je trouve qu'il a des bons rapports avec son management, avec l'UFC, ça se passe plus de correct. S'il y a quelque chose que j'ai loupé, Non, et c'est pour ça, en fait, en gros, moi, ce que je me dis, c'est si c'était pas habituel de la part de l'UFC, signer aussi tardivement juste avant le combat, ça voulait peut-être dire que les négociations avaient été difficiles. En tout cas, là, de son propre aveu, c'est le deuxième plus gros salaire de l'UFC. Toi, ça te surprend ou pas? euh, non, je pense que l'UFC a une bonne politique, c'est de dire on commence à bien payer les gars, mais on ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que l'UFC n'a pas envie de céder en mode je cède sous la pression des gens. Mais petit à petit, l'effet papillon fait son jeu. Je te dis, nous, Cyril en tout cas, Nassoudine, on ne se plaint pas. Quand on regarde ce qui est fait en général en fonction des adversaires et des niveaux de combat qu'on a, on voit qu'on est bien payé. On voit que les gars qu'on a sont bien payés. C'est qu'on a des offres beaucoup plus que ce qu'on avait avec d'autres gars à ce stage du combat. C'est-à-dire que si je prends Yon Couté là-bas, à la période où il était au niveau de Nassoudine, il n'était pas encore payé comme Nassoudine. Si je prends Francis à l'époque, où le manager n'était pas encore aussi bien payé que c'est quasiment le double en fait. Même si sur les réseaux on montre quelque chose, le véritable salaire, ça va on ne se plaint pas. Et je pense que c'est une volonté de l'UFC de se dire on va commencer à calmer un peu les gens en douce, les payer bien pour qu'il y ait moins qui se rattachent à celui qui n'est pas bien payé ou à ceux qui ne sont pas bien payés. Et comme ça, on modifie le changement progressivement. Je pense vraiment qu'il y a des deux côtés. Et non, il n'y a pas de... C'est juste que, en général, ce que l'UFC aime faire, ce que Hunter aime faire, c'est de rencontrer les champions en tête à tête et prendre fin un restaurant avec eux quand ils vont discuter contrat, quand on finalise les contrats. Et donc, du coup, pour ne pas faire un voyage inutile, quand on sait d'où vient Israël Adesanya, du coup, au lieu de le faire voyager de la Nouvelle-Zélande, on lui dit que sur le prochain, sur ta prochaine fight week, quand tu es sur la ville et tout, fais-moi signer et tout, je viens, on se rencontre, on va discuter et tout, et on finalise le deal. En général, c'est ça. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une embrouille ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que on se voit, on mange ensemble, on reparle des dernières directions qu'on veut et ensuite on signe le contrat. Moi, je n'y vois pas une difficulté à négocier. Et maintenant, place au combat. Fernand avait donné ses pronostics. Il est à 50% sur les pronos. Pour Israël Adesanya, il a eu 100% été. Je vois bien une décision pour Israël Adesanya qui s'est donc imposé par décision unanime face à Robert Whittaker. Toi, un, qu'as-tu pensé du combat? Et deux, est-ce que là, t'es en train de te dire, mine de rien, il est en train de se passer quelque chose du côté d'Israël Adesanya où il est peut-être moins beau que ce qu'il n'a été par le passé. Non, je pense juste que le niveau avance à une vitesse incroyable. Je pense qu'en MMA, tous les jours, ça avance salement. Les gens qui pensent que parce que Yann Blagovic a fait tomber Israël et parce que Whittaker a fait tomber Israël, alors c'est la solution. On sait qu'on peut le faire tomber, on va gagner. Non, je ne pense pas que c'est ça. Pour te dire la vérité,
si je suis le score système, je suis parmi ceux qui, euh, je ne pense, attends, don't get me wrong, je ne pense pas du tout qu'il y a eu un braquage ou il y a un vol, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu, mais je pense qu'on n'est pas loin sur le score système de quelque chose qui s'est fait de plus en plus, qui est une petite erreur, de ne pas compter les amener au sol, les justifier correctement, les valider correctement, de ne pas compter le contrôle au sol, de ne pas compter la mise en danger. Quand Whittaker prend le dos d'Israël, même si Israël se relève et qu'il le tient et qu'il sort de là, cette petite période de mise en danger sur l'ADN du MMA, c'est censé compter un peu. Donc, je suis de ceux qui sont en mode, c'était un très beau match, c'était compétitif. Il ne faut pas continuer à attendre que les strikers puissent se déplacer comme ça et mettre le vent tout le temps comme ça. C'est très dur, c'est très compliqué des fois. Et bon, voilà, c'est compétitif. Le gars arrive au sol, il bloque, il fait comme il peut. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça déconnant. Je n'ai pas trouvé ça déconnant. Je dis juste que je suis comme Chael Sonnen, comme comment ça s'appelle, MMA Wessel, comme MMA Guru, comme il y a plein de podcasts qui ont pensé que Whittaker avait peut-être dominé légèrement sur sur le score point. Mais tout le monde est unanime. S'il y a eu un petit dépassement, il est très, très, très léger. Le champion, c'est Israël, il n'y a rien à dire. Mais encore une fois, plus il y a des voix qui s'élèvent et on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas d'autres voix, quoi. C'est de la démocratie, c'est des personnes qui sont des analystes, qui regardent le combat et qui disent, les gars, moi, quand j'étais, enfin, j'ai bien aimé la narration de Chael Sonnen qui dit, nous étions assis avec un certain nombre de personnes qui connaissent le MMA. Et quand on a donné, quand le combat arrivait à son terme, nous avons pensé dans ma pièce que Whittaker aurait la main levée. Mais nous n'avons pas été choqués que Israël ait eu la main levée. Ça a été très bien conclu pour moi. C'est que le match était ultra serré et ça pouvait aller voilà, à l'un ou à l'autre en fonction de comment l'appréciation des juges comptabiliser la mise en danger, les amener au sol, les striking et tout ce qui va avec. Mais encore une fois de plus, on sait que Whittaker, s'il est patient, il sera champion. Parce que très rapidement, Israël Adesanya, je pense qu'il a été piqué par la défaite contre Jan Blachowicz et que si j'étais à sa place, j'irais chercher cette victoire-là. J'irais chercher chez les Ladivus, d'autant plus que ça laisse la place à son compatriote Kamaru Usman d'aller récupérer cette ceinture-là à un moment donné. Donc, et je pense que ça laisse la place à Whittaker de s'en sortir. Moi, je serais d'avis de dire à Whittaker, bouge pas, sois patient, tu vas être champion. T'es arrivé. En gros, il y a le monde ici, il y a les combattants ici, il y a Israël Adesanya très haut, et il y a Whittaker qui vient juste se taper en bas du taquet comme ça. Il est au taquet comme ça. Voilà un peu comment je les vois. Et donc, on sait que c'est une affaire de temps, c'est une question de temps, il va devenir champion à un moment donné. Et tu penses qu'Israël Adesanya peut avoir du succès chez les light heavyweight ou pas? Ou là aussi, il y a peut-être un plafond de verre pour lui? Je ne pense pas qu'il y a un plafond de verre. Je pense qu'il peut y arriver. Je pense juste qu'il faut qu'il le fasse proprement, qu'il le fasse comme John Jones est en train de faire. Une vraie longue préparation où il s'entraîne avec de l'AUE, il tourne avec de l'AUE et il adapte sa stratégie. Et je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il va, je suis même quasiment sûr qu'il va le faire. Là, il n'y a rien d'autre pour lui, en tout cas d'excitant chez les middleweights. Selon toute vraisemblance, il y a une prochaine défense de ceinture face à Jared Cannonier. Cannonier, oui, c'est frais parce que du coup, ça ne fait pas un rematch. Il a fait 2 fois avec l'un, 2 fois avec l'autre. Et ensuite, enfin, Jared Cannonier, ça fait l'affaire. Jared Cannonier, c'est un mec qui est un guerrier, qui a un knockout pass. J'espère que sur la vidéo promo, ils vont aller chercher cette marche en avant en mode zombie face à Yon Kutelaba. Sur le 3e round, quand il prend des coups dans la tête, il avance comme s'il était en mode invincible et tout. C'est un combat qui se vend.
c'est un combat qui tient la route et tout, mais encore une fois de plus, je suis à sa place, j'ai envie de laver cet affront que j'ai eu en prenant la ceinture du dessus. Ça a un sens. Parlons maintenant des poids lourds. Il y a quelqu'un, donc, Fernand voyait déjà une victoire de Derrick Lewis face à Bam Bam Tai Tuivasa, et finalement, Tai Tuivasa s'est imposé face au Knockout King Derrick Lewis. Une nouvelle fois Derrick Lewis battu chez lui à Houston malheureusement. Mais là on a Tai Tuivasa qui passe 3e de la catégorie heavyweight. Bon, Fernand, en tant qu'expert de cette catégorie, est-ce que tu te dis là, c'est un problème. On a un nouveau problème dans cette catégorie. Non, non. Il n'a- il n'a- il n'est pas très spécialiste sur un style. C'est-à-dire que c'est un knockout power, mais c'est pas un serial knockout power. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui systématiquement va coucher les gens, c'est un mec qui gagne un combat sur deux, c'est un mec qui a une évolution en dents de scie. Donc, donc, je ne le vois pas tout de suite prendre la ceinture. Je pense qu'on va le faire attendre un peu pour voir le match entre Thomas Spinal et Volkov qui se joue à Londres. Et je pense qu'il prendrait le vainqueur. Donc, euh, c'est chaud ça quand même. C'est que j'ai envie de dire Thomas Spinal, mais je vois mal Ok. Thomas Spinal battre Volkov. C'est chaud à mort. C'est chaud. Volkov, c'est un problème. À moins que Volkov ait perdu la force parce qu'il est dégoûté par le fait qu'il ait perdu et qu'il n'a pas pu aller chercher le titre après Cyril. Si Volkov arrive mentalement chaud comme il est arrivé face à Cyril, c'est chaud. Hein. C'est un vrai, vrai match. Bon, bref, voici mes prédictions. Je pars sur la base que la fraîcheur gagne et que Thomas Pignal gagne. Je le vois bien tourner contre Tuivasa. Et à ce moment-là, si Tuivasa gagne, là, il devient contender. Je pense que Francis ne va pas combattre dans les 9 prochains mois. Je pense que les discussions sont compliquées et qu'il va s'asseoir et attendre que ça se passe. Et donc, je pense que Derrick Lewis va aller affronter le perdant du combat, Volkov, Thomas Spinal, qui serait du coup Volkov, d'autant plus que Volkov l'a battu, d'autant plus qu'il a battu Volkov, mais Volkov le battait complètement. Et donc, du coup, c'est un rematch qui a un sens. Voilà un peu comment je pense que la catégorie va bouger dessus. Je pense que on va devoir se taper Stipe. Euh, euh, voilà quoi. Ça, c'est ce que je vois de la part de ça c'est complètement moi faisant le matchmaking. Hein. Ce n'est pas du tout des Et échos que John j'ai eu Jones, de l'UFC. Je pense que John Jones est celui qui attend que ça se passe et que si jamais Francis combat, Francis ne combattra que contre John Jones. Pas parce qu'il va exiger, mais parce que l'UFC a besoin de ce combat, parce que John Jones a besoin de rentrer dans le game. Voilà un peu comment je vois les choses. Je ne vois pas ça autrement. Donc, oui, Tai Tuivasa, c'est un vrai problème dans le sens où, dans ses bons jours, si tu ne gères pas la distance, il peut te poser des gros problèmes, mais je ne le vois pas mettre KO Thomas Spinal. Parce que dès qu'il va charger, Thomas Spinal va changer de niveau, va l'amener au sol, va le soumettre. Je ne le vois pas mettre KO Cyril Gane. Parce qu'en termes de footwork, il ne va pas suivre, il ne peut pas poursuivre. Et Cyril va changer de niveau, va l'amener au sol à un moment donné. On a beaucoup, comme c'est à l'accoutumée, quand quelqu'un perd, on a très envie de le descendre. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué euh, la lutte de Cyril, mais je vous invite à aller revoir le combat. S'il y a eu une technique de lutte monstrueuse, une vraie technique de lutte avec ce qu'on appelle la préaction, l'action, l'opportunité, la finalisation, c'était le takedown en mode single leg. Non, non. Changement de niveau quand il y a agressivité, contrôle, single leg, décalage en rotation, je le fais asseoir calmement. C'était, c'était beau. Et je pense que sur un mec comme Tai Tuivasa qui veut accélérer, ce genre d'amener au sol, ça glisse tout seul.
Donc oui, ce n'est pas un problème pour la division, mais c'est un mec qui va pouvoir à un moment donné tutoyer la ceinture et qui pourrait même un jour gagner la ceinture, mais pas la garder sur deux défenses. Il est trop en dents de scie. Mais voilà, c'est une méga star. Ça devient une méga star. C'est dorénavant sur le mec bankable. Je pense que ce gars-là, avant la fin de sa retraite, il va égaler ce qu'a fait Mark Hunt en termes de pay-per-view, en termes de vente, de trucs. Je pense qu'il va finir très riche, Taito Vaza. Sa manière de vivre, son lifestyle, sa méthode de chauffer le public, sa manière de boire la bière dans des chaussures très sales. C'est assez marrant pour les gens et finalement, je pense qu'il va se faire pas mal de et qu'il va devenir une massive star, une grosse star avec le temps, ouais. Mais tu n'en as pas parlé. Quid de Curtis Blade? Parce que là, c'est un peu... il est toujours présent dans les classements, mais bon... Et il a fait acte de candidature pour Cyril aussi, mine de rien. J'ai l'impression qu'on va le mettre contre Dokos. J'ai l'impression qu'on va le mettre contre Chris Dokos. Je sais pas. Oui, c'est ce qui... D'ailleurs, oui, ça doit se faire normalement. Je sais pas si ça avait été officialisé. En tout cas, c'était dans les pour l'UFC Columbus. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, nous, dans notre camp, on se prépare pour 3 cas qui sont 3 lutteurs. Curtis, Stipe, John Jones. Voilà pourquoi on se prépare. Voilà la raison pour laquelle je disais qu'on va perfectionner la lutte. Cyril ne découvre pas la lutte. Il ne faut pas croire que Cyril découvre, il lutte beaucoup. C'est que si vous regardez, si vous prenez le temps d'aller revisualiser, d'aller regarder tout ce que Rusty a fait comme vidéo, tout ce qui est dans... Vous êtes abonné, enfin, j'espère que vous êtes déjà abonné sur La Sueur. Si vous n'êtes pas, cliquez tout de suite sur le bouton, faites la cloche et tout, abonnez-vous, et puis vous allez pouvoir commenter à la fin si vous voulez. Mais en gros, je vous dis, allez checker, vous allez voir que Cyril met un temps énorme à l'entraînement de la lutte depuis ses débuts. Il s'entraîne beaucoup en lutte. Mais ce qu'on dit, c'est que là, on a le temps. On n'a plus besoin de raccourcis pour arriver sur la ceinture. Il est posé, il y a le temps, on peut développer et donc on va le faire. Il va lutter salement. Affaire à suivre. En tout cas, on va passer aux questions, Fernand, ou peut-être que tu voulais ajouter des choses sur l'UFC 271, sur Bobby Green, pourquoi pas, ou d'autres combattants? Non, moi, les combats qui m'ont impressionné, il y en a 2, mais c'était vraiment early prelims. Donc, ça ne parle pas au grand public qui ne suit pas tout ça. C'était des retours. Il y a eu un combat, pour moi, c'est le combat du siècle et tout, tout au début de la carte. Mais non, j'ai aimé, c'était une belle carte. Il n'y a pas grand-chose à redire dessus. J'ai apprécié la victoire du daron de l'ancien Arlovski, qui continue quand même à gagner, c'est bien. Et puis, non, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Par exemple, attends, juste pour Arlovski, là, plus de 40 piges, il est toujours à l'UFC. Pour toi, il y a... Comment t'expliques la longévité d'Arlovski? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans l'acceptation d'un statut qui change quand on voit que la plupart des top fighters finissent généralement par être poussés vers la sortie, alors que Arlovski, je le rappelle, il a quand même eu des sales séries de défaites, mais a toujours réussi à surpasser tout ça? Parce qu'il revient souvent au niveau propre. En général, quand les gars se mettent à faire des séries de défaites, ils descendent et ils descendent de plus en plus. Arlovski, il revient souvent. Il descend, et puis il remonte la pente, il rebat un jeune, et ben on se dit, bon, pourquoi le dégager alors qu'il vient de battre un jeune qui était censé être bankable? Et donc, ainsi de suite, et ça revient souvent. C'est l'UFC, quoi. C'est un organisme qui fait des profits. Et donc, tant qu'on n'a pas précis tout le jus, il n'y a pas de raison de virer le fruit. Donc là, il y a encore un peu de jus, on va encore squeezer au max. Ça ne dérange pas Arlovski, puisqu'il se fait quand même une bonne petite paye qui n'est pas à la hauteur de ce qui était Malcolm, mais qui touche quand même décemment sa vie, un demi-million à chaque fois à peu près. Bon, il se met à l'abri tranquillement, tu vois.
Oui, il est très bien, Arlovski. Donc on va passer maintenant aux questions. Le retour des questions, vous le savez, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire, on en sélectionne quelques-unes, et Fernand y répond avec plaisir, exhaustivité, comme à chaque fois, bien évidemment. Donc, quelques questions sur Ares Week qui avait marqué les esprits. La semaine dernière, on avait fait un podcast review de ce qui s'était passé lors d'Ares 3, d'ailleurs Ares 4 arrive très très vite, on vous tient au courant, bien évidemment. Question de Safa, c'est fun. À quand Ares à Marseille? À quand on reste à Marseille? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que je peux le dire clairement, parce que c'est la stratégie d'Ares. Ares avait commencé super fort, super, de manière super violente en tapant à Dakar au Sénégal. Il faut savoir que quand on va faire un Ares à Dakar au Sénégal, l'événement d'Ares nous coûte un peu plus de 1 200 000. Un événement. Donc, du coup, c'est énorme parce qu'on déplace tout, ça coûte cher. Donc, récupérer ces sous, c'est compliqué. Mais on était parti sur cette lancée-là, d'autant plus qu'on avait une très puissante machine derrière qui était Vivendi. Et donc, ensuite, on partait en Belgique. Après la Belgique, on avait l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, on avait comment dire, la France. Et ensuite, on repartait au Brésil. Parce qu'il faut comprendre, à l'époque, le MMA n'était pas encore légal au moment où on va au Sénégal. C'est aussi ça le truc. C'est pour ça qu'on n'a pas démarré en France, même si Ares est une ligue afro-européenne. Voilà la stratégie de développement de Ares, c'est d'être une ligue internationale. Maintenant, le Covid arrive. On se rend compte que quand il y a le Covid, il y a beaucoup de restrictions. Vous le voyez avec l'UFC. L'UFC fait ses événements sur 3 endroits max. Il y a l'Apex, il y a Houston, il y a, c'est quoi encore il y a quelle ville qui... il y a Jacksonville. Jacksonville voilà. aussi en ce moment. Donc, en gros, l'UFC ne va plus que où c'est complètement libre de tourner parce que sinon les coûts sont multipliés par 10 et c'est très compliqué et on perd beaucoup d'argent parce qu'il y a des restrictions de voyage. Si on devait déplacer toute notre équipe de Paris à Marseille, ça coûterait beaucoup d'argent, ce serait compliqué pour nous. Donc, sur l'année 2022, on reste à Paris. Tous les événements seront au Dôme de Paris à la porte de Versailles. Donc, le 10 mars prochain, au Dôme de Paris, la porte de Versailles, Ares 4. D'ici quelques heures, j'exagère, quand je dis quelques heures, je parle de 48 heures environ, on aura la billetterie qui sera en ligne pour Ares 4. Ensuite, dans la foulée, d'ici une semaine à peu près, on aura déjà la billetterie de Ares 5 qui se passera le 16 avril, toujours au Dôme de Paris. Donc, on va se concentrer pour le moment sur le Dôme de Paris, histoire de contrôler nos process, de contrôler ce qu'on fait, de pouvoir le faire tous les mois. On est en train de faire tous les mois un show et quand on a maintenu ça, quand on a convenu ça, quand notre public adhère dessus, on va voir sur 2023 comment on commence à faire les déplacements. Mais ce n'est pas d'actualité tout de suite d'aller sur Marseille. Et même si on sait que Marseille est un public chaud et qu'on aimerait y arriver, on va encore patienter un peu et on espère que Marseille viendra à nous. Parce qu'il y a des combattants qui ont fait leur beau jour à Marseille à l'époque. Je pense que je ne suis pas sûr, mais je pense qu'à l'époque, il y a quelques années, Freddy Kemayo avait combattu en K1 à Marseille. Oui ou non? Let me check. Eh bien, en plus, là, il est en train de dévoiler une partie de la carte, là. Oh là 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 là. Donc voilà, juste pour vous dire que Freddy Kemayo va faire ses débuts en MMA et que ce qu'il avait regardé à l'époque sur le Vélodrome, quand il a fait sa compétition de K1 et tout, pourront le suivre sur le MMA. Il y a pas mal de noms comme ça qui sont des personnes qui ont travaillé déjà sur Marseille, sur d'autres grandes villes et tout, qui ont boxé dessus, qui seront sur les prochaines Fight Cards d'Ares. En tout cas, voilà, le développement en 2022, on est obligé de rester et de contrôler le développement d'Ares sur Paris. Il a boxé donc à Marseille, K1 Network Fighting 2006 contre Humberto Evora. Et ça s'était terminé par une victoire par décision unanime.
Je suis bon quand même. Bravo. Non, non, bravo, 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 monsieur, bravo. On avance avec une deuxième question de Django. À quand un ranking officiel, Arès? Vous le savez, à l'UFC, par exemple, on a le contender numéro 1 qui affronte ensuite le champion, ou de temps en temps le numéro 3 qui affronte le champion. Est-ce que c'est à l'ordre du jour pour Arès? Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui ont des rankings. Le Bellator l'a fait très récemment, le sien. Pour avoir un ranking, il faudrait avoir de la constance dessus. On a un roster qui évolue à une vitesse incroyable. On signe à tout de bras. On signe vraiment à tout de bras. C'est énorme. Je pense qu'on voilà, on est passé de 60 à quasiment 250 dans le roster. Donc, ça va très vite en ce moment. Et donc, bientôt, on va faire le ranking. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on se fie sur le ranking de Fight Matrix et c'est sur cette base-là qu'on fait notre classement aujourd'hui. Mais très rapidement, le site sera mis à jour dès qu'on pourra et on aura le ranking dessus. Et donc, dernière question de Jean Lemaître. Est-ce que ça ne risque pas d'être compliqué pour Arès de créer des stars et de directement les envoyer à l'UFC? Donc là, il faisait référence, Jean, à Abduragimov, où quasiment tout le monde là se dit next stop pour lui, c'est l'Ultimate Fighting Championship. Non, non, non. Je suis persuadé que quoi qu'on fasse dans la vie, il y a un turnover qui se fait naturellement, il faut le laisser se faire. Quand on bloque le turnover, on est bloqué. On ne voit pas d'autre chose, on ne voit pas d'autres stars arriver. Aujourd'hui, la star, parmi les stars qu'on a aujourd'hui, Abdul sort du lot. Mais très rapidement, il y a d'autres stars qui naissent en même temps. Je suis persuadé qu'il est plus organique, si je puis m'exprimer ainsi, il est plus sain de développer nos propres stars, de les fabriquer vraiment de la base, de les starifier nous-mêmes, de façon à ce qu'on puisse construire aussi la marque Ares. Enfin, il y a beaucoup d'organisations qui font du réchauffé, qui vont aller chercher des anciens qui sont des anciens combattants des MMA qui sont sur la retraite, qui sont sur la sortie. On a choisi de s'inscrire dans quelque chose de frais. Moi, je trouve qu'une jeune fille comme Alexandra Tekena est une star. Enfin, les gens ne le voient pas encore, mais c'est une future star. Parce que elle arrive sur son premier combat. Personne ne la connaît, elle a 0-0. Elle est face à une autre jeune fille qui a 0 combat MMA. Les deux ont chacun un petit passé de kickboxing et de sol à gauche et à droite. Les deux s'affrontent et sur une plateforme incroyable qui est UFC Fight Pass, en anglais et en français. Il faut bien le souligner. On a 2 filles. Ne pensez pas que UFC Fight Pass, c'est que l'anglais, anglais et français. Sur cette plateforme, on a Tekena qui fait triple crochet gauche et descend et risque avec une droite effroyable. Elle devient une star devant tout le monde. Ce jour-là, tout le monde, en tout cas, moi, je me suis levé. J'ai été choqué. Et je pense que c'est plus organique d'avoir cette jeune fille qu'on va voir se développer avec notre public. Le public arrive, il est tout nouveau, il adhère à notre mouvement, à notre événement, et il grandit avec une star. Imaginez quand Tekena arrive dans 2 ans, qu'elle arrive sur la première ceinture de flyweight et on l'a vu se construire. On a vu une Française devenue une star en France se construire progressivement. Moi, je trouve ça très organique et très beau. Donc, je demande juste à notre public de continuer à être patient parce que ce genre de profil, c'est ce qu'on va chercher. Marcel Chichev, 2-0, organique, ça monte. Temerlan Azizov, 2-0, organique, ça monte. C'est Jackie Jeanne, le combat de la soirée sur Ares 3. Jackie Jeanne. Imaginez un peu ce qu'il était, comment il était inconnu du milieu du MMA avant l'événement et ce qu'il est devenu après l'événement, après avoir eu un gros combat contre Yacine Bouganem qui n'a pas démérité et avoir vaincu. Donc, c'est ce que nous, on essaie de faire. Notre deal avec UFC Fight Pass et l'entente avec le matchmaking de l'UFC est fait pour ça. C'est qu'on a réussi à sécuriser un deal très intéressant pour nous et très onéreux parce qu'on avait cette comment dire, cette casquette-là, ce truc-là qu'on a donné comme assurance à l'UFC, on va vous fabriquer des stars. Et encore une fois de plus, dans tous les écosystèmes, c'est comme ça que ça fonctionne. Au MMA Factory,
il y a quelques années, quand j'ai ouvert la salle du MMA Factory qui s'appelle le CrossFight, on avait des stars déjà très jeunes de l'époque. À l'époque, il y avait Sedina Sek, Norman Parisi, Tonton Pumbu, Christian qui était champion du Bellator. Très tôt, on avait ces stars-là. Karl Moussou, on avait ces stars-là. Si on les avait bloqués au MMA Factory, si on avait voulu que ces personnes ne bougent pas, je ne pense pas que le mouvement, on aurait découvert tout ce qu'il y a eu comme star après. C'est le fait de laisser des jeunes comme Norman Parisi, qui était déjà un gars qui avait fait le TEF à l'époque, qui faisait le Bellator, le laisser partir fait que tu enlèves l'arbre et tu peux regarder une autre forêt derrière et tu peux développer autre chose. Et on a développé autre chose, des nouvelles vagues. On a eu plein de nouvelles vagues. On a eu à la salle des Anthony Dizzy, on a eu à la salle des Arnold Kero, on a eu au MMA Factory, toutes ces vagues-là de Michael Lebou, et qui était star à un moment donné. Et bon, les stars, le projet est fini, on passe à autre chose. Il y a des nouvelles stars qui arrivent. Je pense que c'est le même mouvement que j'ai envie d'implémenter sur Ares, de se dire que ça ne sert à rien de les retenir, les jeunes. Nous, on décide que le gars qui a son contrat de l'UFC est libre de partir. S'il décide de rester, comme dans le cas de Taylor Lapillus, il est libre de rester. Mais le mec qui a son contrat de l'UFC est libre de partir parce que ça prouve que nous sommes comment dire, une compagnie qui développe les jeunes et qui donne une plateforme aux jeunes de se développer et qui va briller à l'international. Parce que on peut dire ce qu'on veut, ça reste notre signature. On dira ce qu'on veut, mais on dira ce mec, il sort d'Ares. Il a été formé par Ares et c'est parce que Nassoudine est passé par Ares qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui sur l'UFC. C'est parce que Josh Parisien est passé par Ares qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui à l'UFC. Et on va continuer à faire comme ça. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas que Abdul puisse prendre son chemin, son envol, qu'il devienne le parrain de d'autres jeunes. C'est que dorénavant, ça me ferait plaisir que Abdul soit à l'UFC, qu'il soit un champion de l'UFC, qui vienne remettre la ceinture à Mamzelle Tekena, par exemple, pour revenir sur cet exemple d'une jeune fille qui arrive. Est-ce que vous vous rendez compte que Alexandra Tekena, elle arrive le premier combat de MMA de sa vie. Je suis content qu'elle ait gagné le bonus. Qui, en MMA, gagne plus de 10 000 euros, je ne vous parle pas de dollars, sur son premier combat? Ça, c'est Ares. C'est ce qu'on fait. Oh là là, hype is real. Il est très très fort ce monsieur, donc voilà, vous avez un petit peu les dessous de la stratégie d'Ares Fighting Championship le 10 mars prochain pour la version 4.0, et puis ensuite, de toute façon, Ares va poursuivre sur sa folle lancée pour 2022 tout simplement. Et puis ça vous permet aussi d'avoir des informations sur je pense qu'il y a aussi cette volonté de ta part d'asseoir une crédibilité sportive du côté d'Ares pour dire, finalement, grâce à nous, t'en avais parlé dans un King Energy précédent, mais on est aussi l'antichambre de l'UFC quelque part. Et donc si vous voulez aller à l'UFC, signez chez Ares, parce qu'ensuite on vous facilitera l'accès à l'organisation qui fait rêver bon nombre de combattants. Objectivement. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, complètement. Cette conversation, je l'ai eue ce matin à 5 heures avec un collègue à moi, Nima Safapour, qui est manager et qui me plaçait un jeune qui est, je ne vais pas donner son blaze, mais un jeune light heavyweight très sollicité par l'UFC, qui a 5-0, qui est une bombe atomique. Et donc on en parlait et je lui disais, c'est ça. Il me disait, mais c'est très bien ce que vous faites. Alors que tu es en train de tu es la seule gars qui me rassure qu'il peut combattre chez toi. Et le lendemain du jour où il prend la ceinture, il est libre d'aller à l'UFC. Je lui dis oui, garanti. Parce qu'encore une fois de plus, il y a certains qui vont voir en mode, ouais, mais tu vas perdre un asset. Mais non, moi, je le vois en mode, non, je vais libérer un asset qui va apporter la bonne nouvelle des Ares à travers le monde. Et je vais libérer de la place pour d'autres assets et me libérer la place à mon cerveau, à moi, d'aller chercher encore et détecter d'autres jeunes talents. C'est ça le but de laisser un flot continu, de laisser tout le temps un turnover, parce que sinon, ça stagne. Moi, j'aime ça, l'idée de prouver qu'on peut recommencer, qu'on peut détecter, qu'on peut trouver des champions, qu'on peut redémarrer tout le temps. On a peur quand on n'est pas capable de refaire. Quand on est capable de refaire, vous pouvez me prendre des gars
des athlètes 100 fois, je vais refaire des athlètes 100 fois. C'est pas un problème. Voilà, maintenant vous savez bien, vous savez également aussi King Energy est disponible sur toutes les plateformes audio. Vous tapez King Energy, c'est sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et j'en passe. Merci le King pour la disponibilité. On se voit la semaine prochaine et bien évidemment Fernand répondra à vos questions. Ça y est, il est de retour pour vous. Voilà, c'est bon. Et puis en plus, on a déjà eu le point réclame, donc nickel. Allez, à la prochaine. Magnifique. Merci. À la prochaine.